13h30. Et enfin on peut respirer les amis. La chaleur est tombée et il fait moins chaud aujourd'hui et il fera encore moins chaud demain. Une petite pause dans ce printemps, ma foi, très estival. Alors aujourd'hui, j'ai trouvé ce livre dans ma bibliothèque. Je crois que je l'avais trouvé dans une boîte à livres quelque part près de chez moi, je ne sais plus. Et donc je me suis dit, tiens, je vais le ressortir et vous le présenter. Les questions cons. Le livre des questions pas très existentielles. De type, pourquoi dit-on allô en décrochant le téléphone? Combien d'œufs pond une poule par an? Combien faut-il manger de mon chéri pour être positif à l'éthylotest? Alors, on va commencer par le début. Le livre des questions pas très existentielles. Ok, donc on va aller dans le vif du sujet. Voilà, il est fait comme ça en fait, c'est très ludique. Alors, pourquoi dit-on allô en décrochant le téléphone? Ne pourrait-on pas tout simplement dire bonjour? Surtout que allô est un mot qui ne s'utilise jamais dans une autre situation. Enfin, pour un Français de France, parce que pour un Québécois, peut vous lancer ça au moment où vous le rencontrez pour la première fois de la journée. Ça surprend au début. Pour comprendre pourquoi on dit allô, remontons à l'invention du téléphone. Il a été inventé officiellement par Graham Bell. Je dis officiellement car il y en a d'autres qui étaient sur le coup, entre autres Thomas Edison. Il se pourrait même que Graham Bell lui ait volé l'idée pour la déposer en son nom. Mais bref, c'est pas le sujet. Ce qui est sûr, c'est que ça a été déposé et démocratisé dans les pays anglo-saxons. Et quand les gens décrochaient le téléphone, il leur semblait naturel de dire bonjour, donc hello. Du coup, quand le téléphone est arrivé en France, l'usage était de dire hello. Sauf que les Français n'étaient déjà pas vraiment forts en anglais. Donc le hello s'est transformé en allô. Et encore, on peut s'estimer heureux car au départ, Graham Bell voulait qu'en décrochant, les gens disent ahoy, un terme de marine pour dire bonjour. On pourrait le traduire par ohé. Et d'ailleurs, même si le terme allô est utilisé dans beaucoup de langues, il n'est pas universel. Par exemple, au Japon, on dit moshi moshi. En Italie, pronto. Ou encore en Inde, namaskar. On aurait pu être un peu plus créatif, nous aussi. Ensuite, combien de mots disons-nous par jour? 31 500 en moyenne. Ça, c'est sans compter ma mère qui doit exploser la moyenne. Ensuite, alors je sais pas de quand il date ce livre, je crois qu'il est un peu vieux. Mais bon, ça doit être 2017, ouais. Mais bon, c'est toujours d'actualité, je pense. Je vous dis ça parce que quel est le prénom le plus porté au monde? Mohamed. Et le nom de famille? Chang. Statistiquement, le patronyme le plus porté au monde devrait donc être Mohamed Chang. Statistiquement. Pourquoi dit-on reçu 5 sur 5? C'est un usage qui nous vient du langage militaire et plus particulièrement des télécommunications. Chaque chiffre désigne une chose différente.
Le premier, le volume sonore, et le second, la clarté de l'information. Ainsi alors, on répond reçu 5 sur 1. On indique que le volume est bon, mais que la qualité audio est défaillante. Un appel reçu 5 sur 5 était donc idéal. Pourquoi dit-on un bug informatique? C'est un mot anglais qui veut dire insecte. Mais alors pourquoi parle-t-on d'insectes quand nos ordinateurs plantent? Tout simplement parce qu'au départ, les premiers bugs étaient réellement provoqués par des insectes. Dans les années 1940, les ordinateurs n'étaient pas aussi petits qu'aujourd'hui. Ils occupaient une pièce entière. Il y avait des fils et des ampoules de partout. Ce qui crée de la chaleur et attirait les insectes de tous bords. Cafards, punaises, mouches. Et si en se baladant, les insectes touchaient 2 fils en même temps, ils créaient un court-circuit. Depuis, nous n'avons plus de cafards dans nos ordinateurs, mais l'expression, elle, est restée. Pourquoi les parcours de golf ont-ils 18 trous? La naissance officielle du golf est répertoriée à St Andrews en Écosse en 1754. Le green possédait 12 trous, d'où les joueurs les parcouraient dans un sens puis dans l'autre pour réaliser une partie complète. Mais bizarrerie du sport, sur les 24 trous, on n'en jouait que 22. Ah oui, aller-retour. Ouais. Puisque le premier trou ne servait qu'à se positionner pour viser le deuxième. On ne le jouait donc pas. 10 ans plus tard, les golfeurs estimèrent que les distances entre les 4 premiers trous étaient trop courtes. Du coup, ils en supprimèrent 2. On passa donc de 11 trous par passage à 9 et donc un parcours total de 18 trous. Ce parcours fut ensuite copié dans tous les golfs du monde et l'on dessina enfin un vrai point de départ. Pourquoi Michelin fait-il un guide culinaire? À la première vue, il n'y a pas vraiment de rapport entre la nourriture et les pneus. Quoique, il y en a tout de même un peu inattendu, je vous l'accorde. Au début du XXe siècle, la firme Michelin domine le marché français du pneumatique, mais désire accroître ses revenus. Les automobilistes n'usant pas assez leurs pneus pour en changer fréquemment, Michelin sort un guide culinaire pour inciter les gens à parcourir davantage les routes abrasives de l'époque. Une façon comme une autre de pousser à la consommation à la roue. D'accord. Les poissons dorment-ils? Le sommeil est essentiel au bon fonctionnement de chaque animal, alors forcément le poisson doit également piquer un petit somme pour rester en bonne santé. Mais son sommeil est différent du nôtre, il ne ferme pas les yeux pour rêver toute la nuit. On qualifie plutôt sa période d'inactivité d'état voisin du sommeil. Cependant, les recherches effectuées sur l'organisme du poisson lors de ces phases de repos montrent qu'il n'y a pas grande différence entre phase de repos et phase d'activité. Même s'ils sont moins sensibles aux stimulations lorsqu'ils dorment. Nul besoin pour eux de trouver un lit douillet ou une auberge espagnole subaquatique pour y passer la nuit. Ils s'immobilisent entre 2 eaux ou sur le sable, que ce soit la nuit ou le jour en fonction de l'espèce. N'ayant pas de paupières, ils ne ferment pas les yeux mais mettent simplement leur organisme au ralenti. Et les plus coquets d'entre eux s'enorgueillissent même d'un ersatz de pyjama en changeant de couleur ou en sécrétant une enveloppe de mucus. Pourquoi les bébés ont-ils une grosse tête? On
On ne va pas se mentir, un bébé aussi beau que l'on puisse le trouver, malgré les beaux yeux de papa et le nez fin de maman, a une tête énorme par rapport à son corps. Les mensurations moyennes à la naissance sont de 50 cm de longueur pour son corps et 35 cm de tour de tête. Une proportion qui serait monstrueuse sur un adulte en comparaison. Alors oui, c'est beaucoup, mais à la naissance, le cerveau a déjà besoin d'un volume important, ne serait-ce que pour pousser le premier cri. Pourquoi les pirates portent-ils un cache-œil? Ce n'est pas pour le swag ou pour paraître plus méchant. Leurs sabres et leurs canons remplissaient très bien cette dernière fonction. Ce n'est pas non plus pour pallier le désagrément de la tête qui tourne après une sale cuite au rhum. Non, en fait, ce bandeau permettait à l'un de leurs yeux de s'habituer à l'obscurité pour mieux parer aux attaques dans les cales sombres des bateaux. Ils étaient ainsi beaucoup plus réactifs. En passant de la lumière à l'obscurité, ils n'avaient qu'à changer de côté leur cache-œil pour s'adapter plus vite au changement de luminosité. Et comme les pirates, avant d'être des combattants avertis, étaient surtout des navigateurs, leur œil caché était également plus efficace la nuit quand ils le découvraient. Une astuce assez pratique pour y voir aussi bien dans la lumière que dans le noir. Surtout qu'à l'époque, les projecteurs n'existaient pas. Ah ben justement, on est en plein Roland-Garros. D'ailleurs, je suis en train de regarder un match là. Enfin, de regarder. Voilà. Je l'ai mis à la télé quoi. Pourquoi le compte des points au tennis est-il aussi bizarre? Ah voilà, ça c'est l'une des plus grandes énigmes de ma vie. Je n'ai jamais eu la chance d'aller voir un match de tennis en vrai, mais je regarde souvent les matchs à la télé et c'est vraiment un sport que j'apprécie. Mais s'il y a bien un truc que je ne comprends pas avec le tennis, c'est la manière de compter les points. De tous les sports de raquettes, le tennis est le sport le plus étrange en termes de comptage des points. 0, 15, 30, 40, avantage et jeu. Faut être complètement frappé pour compter comme ça. Cette manière n'est donc certainement pas due au hasard. Je ne vais pas vous en faire tout un serment, mais il faut savoir que le tennis s'est inspiré de son ancêtre, le jeu de paume, sport très populaire au XVIe siècle. À chaque point marqué, le joueur situé d'abord à 16 pieds du filet devait se rapprocher pour servir. C'est alors installé une notion de gain de terrain. Le premier point donnait le droit d'avancer de 15 pieds, idem pour le deuxième, ce qui faisait 30 pieds au total. Et au troisième point, le joueur pouvait de nouveau se rapprocher, mais de 10 pieds seulement pour ne pas être trop proche du filet, sinon c'est plus du jeu. Il avait alors gagné 40 pieds, ce qui lui donnait donc l'avantage. Les siècles ont passé, les temps ont changé, la méthode de comptage des points, elle, est restée. Quoi qu'il en soit, vous ne me verrez jamais sur un terrain de tennis, c'est comme le golf, je suis nulle. Ensuite, d'où vient le signe des Jeux Olympiques? Le drapeau a été créé par Pierre de Coubertin en 1913. Les 5 anneaux entrelacés représentent les 5 continents, avec une couleur par continent. Quant aux 6 couleurs présentes, le blanc du fond compte lui aussi. Elles représentent toutes les nations. Ce drapeau symbolise l'universalité de l'esprit olympique. Pourquoi le hot dog porte-t-il ce nom? On doit la naissance du hot dog à l'arrivée d'émigrés allemands aux États-Unis et de leurs saucisses de Francfort. C'est en 1870 que le sandwich aurait été créé par Charles Feldman, un boucher d'origine allemande. Et son sandwich a été nommé ainsi en référence aux teckels, les chiens saucisses, et eux aussi venus d'Allemagne. Pourquoi
Les limaces et les escargots bavent-ils? La vraie bizarrerie de la bave des escargots et des limaces, c'est sa double propriété. C'est à la fois un lubrifiant qui facilite leur déplacement au sol, mais également une colle qui leur permet de gravir un mur à la verticale. Mais alors pourquoi ne glissent-ils pas sur un mur ou ne restent-ils pas collés au sol? Eh bien en fait, selon les mouvements de leurs pieds, ils peuvent modifier la propriété de leur mucus dit viscoélastique qui provient de glandes situées dans le pied et qui fabriquent des glycoprotéines. En fait, quand ils mettent le pied au plancher, c'est un peu comme s'ils changeaient de vitesse. Quoi? Sauf qu'il ne s'agit pas de vitesse mais d'orientation, à l'horizontale ou à la verticale. Ensuite, pourquoi le format A4 fait-il 21 par 29,7? Pourquoi? Alors non mais c'est vrai quoi, pourquoi des mesures aussi précises et tranchées? Pourquoi pas arrondir à 20 par 30 la longueur et la largeur de ce format? Alors bien évidemment, il y a une raison valable, ce n'est pas simplement pour le plaisir de se prendre la tête. En fait, il n'y a pas que des feuilles A4, ça vous le savez déjà. Le plus grand format est le A0 et les formats se déclinent jusqu'à A10. Le A0 a lui une logique, il a été conçu pour faire très précisément 1 mètre carré. 84,1 cm par 118,9 cm. Et chaque format de cette série est la moitié du précédent. Par exemple, le format A1 est la moitié du format A0. Le format A2 a celle du format A1, etc. C'est de cette suite de division que le format A4, qui est donc la moitié du format A3, tient ses dimensions un peu bizarres. Comment les astronautes font-ils pour se gratter le nez? Ça peut paraître bête comme ça, mais je peux vous assurer qu'avoir le nez qui gratte dans l'espace, ça peut vite déconcentrer. Surtout quand les astronautes doivent faire des gestes très précis et rapides dans leur scaphandre à l'extérieur de la station spatiale. Du coup, ils fixent souvent un morceau de velcro dans leur casque pour pouvoir se gratter le nez dessus. Se gratter le nez dessus, le velcro, en cas de besoin. Combien y a-t-il de panneaux stop à Paris? Un seul. Faites-y donc un petit arrêt quai Saint-Exupéry dans le 16e arrondissement. Et enfin, pourquoi certaines bouteilles d'alcool sont-elles transparentes alors que d'autres sont opaques? Eh bien, tout dépend de l'alcool qui s'y trouve. Généralement, pour les alcools blancs, comme le rhum ou la vodka, la transparence du verre, c'est pour montrer qu'ils sont bien limpides. De plus, ils ne sont pas concernés par l'altération de l'alcool due à la lumière. Pour ce qui est de la bière, par exemple, les bouteilles sont généralement foncées, vertes ou brunes. Deux explications à cela. La première est la protection contre les rayons du soleil, rayons qui peuvent nuire au goût de la bière. Et la seconde est plus commerciale. Les consommateurs sont simplement plus attirés par la couleur brune des bouteilles. Ah bon? Perso, pas moi, puis déjà j'aime pas la bière. Cependant, certaines brasseries continuent à utiliser des bouteilles vertes pour se démarquer sur le marché. Voilà les amis, c'est tout pour moi pour cette toute petite vidéo, ma foi, très sympathique à lire et à apprendre. Toujours un plaisir d'apprendre en lisant. Les amis, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Je vous laisse ici pour aujourd'hui. N'hésitez pas à laisser des commentaires, comme d'habitude, à booster ma vidéo, à, je ne sais pas, faire ce que vous voulez.
Voilà. Je réponds, même si je prends beaucoup de temps à répondre, je finis par répondre. Donc les amis, prenez bien soin de vous, soyez heureux. En tout cas, moi je vous souhaite tout le bonheur du monde. Je vous dis donc à mercredi. Et d'ici là, eh bien, je ne sais pas, soyez heureux. À mercredi. Au revoir.